C'est l'histoire de Aiko, à Tokyo. Aiko est un quadragénaire à l'allure assurée, cadre depuis 15 ans dans une société de transport. Ce matin à 6h30, il s'est levé, comme d'habitude. Il a fini les restes du curry de la veille, mis sa chemise blanche et son costume, et quitté son foyer pour prendre son métro. Mais il n'a pas tourné dans la rue qui l'y conduisait. Cette fois, il a pris la direction inverse, vers le parc d'Ueno. Quand il a un peu de temps en famille, c'est-à-dire presque jamais, c'est là qu'il prend l'air avec sa femme et son fils de 9 ans. Il est déjà 11h. Aiko est assis au bord de l'étang de Shinobatsu, les yeux fixés sur les milliers de lotus en fleurs qui flottent à la surface. Admirer le prodige de la nature est le dernier sentiment qui l'apaise. Sa femme, occupée à préparer le départ de leur fils pour l'école, n'a pas remarqué ce matin qu'il avait laissé ses clés en partant. Elle n'a pas vu non plus qu'il avait rangé son téléphone dans le tiroir de la table de nuit et pris soin de le mettre en mode avion. À ce soir, ce sont ses derniers mots. Il ne remettra jamais les pieds dans son appartement. Podcast Story. Au Japon, chaque année, près de 100 000 personnes disparaissent volontairement du jour au lendemain. 100 000. Et d'après les associations de recherche des disparus, ce chiffre est largement sous-estimé. Ce phénomène existe partout. Qui n'a pas un jour, un instant, rêvé de tout quitter? Mais au pays du soleil levant, il est d'une telle ampleur qu'on lui a donné un nom. Johatsu, évaporé en japonais. L'importance du nombre de disparus au Japon s'explique par les valeurs d'honneur et de respect du groupe qui caractérise le pays. Ici, l'harmonie sociale ne doit pas être contrariée par les destins individuels. Comme dit le proverbe, l'eau prend toujours la forme du vase. Conséquence, quand vous renvoyez une image d'échec ou de souffrance, quand vous sortez des sentiers battus, vous altérez cette harmonie. Un surendettement ingérable, un divorce difficile, un harcèlement subi, des violences conjugales ou même un échec à un concours d'entrée dans une école, les exemples sont multiples. Alors, quelquefois, à coups de honte et de pression, ces épreuves paralysent toute une vie. Et disparaître devient la seule solution pour s'en sortir. Aiko est ce que l'on appelle au Japon un bon salariman, un salarié dévoué à la réussite de l'entreprise qui lui a donné sa chance au sortir de son école de commerce. Aussi longtemps qu'il s'en souvienne, il ne s'est jamais demandé quelles étaient ses aspirations profondes. Il a pris le rôle que l'on attendait de lui, content de contenter. Quand il a quitté sa ville natale au pied du mont Fuji pour s'engager dans le monde du travail, sa mère et sa sœur lui ont témoigné leur reconnaissance. Il allait faire de son mieux pour ne pas les décevoir. Marié à une amie de sa sœur, il est heureux, en surface. De toutes les façons, sa vie de famille est réduite à néant. Depuis qu'il est salarié, il vit au seul rythme de son employeur. Son portable reste allumé jour et nuit. Il se doit d'être joignable si besoin, et pas question d'abandonner son poste tant que son supérieur hiérarchique n'a pas quitté les bureaux. Comme beaucoup de salariés, il ne compte plus les fois où il s'est endormi dans le métro. Quand on enchaîne des dizaines d'heures supplémentaires chaque semaine, il faut apprendre à morceler son sommeil pour tenir. Au Japon, c'est tout un art. On l'appelle l'inemuri. Oui, il paraît que le monde évolue, que la nouvelle génération se soucie davantage du mieux-être en entreprise, que certaines sociétés coupent même l'électricité après 22 heures pour inciter leurs salariés à partir. Mais pour lui, ça ne se passe pas comme ça. Lui, il est abonné aux hôtels capsules. Imaginez des couloirs avec de chaque côté des cabines lits d'1 mètre de large pour 2 mètres de long, comme des cercueils. Les capsules dépannent quand il est vraiment trop tard pour rentrer. Mais le plus difficile pour Aiko, ce sont les soirées entre collègues, les nomikai, quand le saké et la bière coulent à flot. Décliner l'invitation est très mal vu. Encore un proverbe. Le clou qui dépasse se fait taper dessus. Aiko a l'alcool triste et préfère éviter de montrer ses failles. Depuis quelques semaines, il a du mal à suivre. La dernière fois, quand il est rentré chez lui plus tôt que d'habitude, il a bien senti que son supérieur n'avait pas apprécié.
d'autant que son rendement, lui dit-on, est un peu faible et qu'il devrait se ressaisir. Ce qui l'a le plus affecté, c'est la réaction de son épouse, qui lui a dit « Que vont penser les voisins s'ils t'ont vu rentrer tôt? Que tu as été licencié ?» Ce qu'il demande, c'est juste un peu de répit. Même les vacances, il ne s'en autorise plus, aussi rarement. Son absence obligerait certains collègues qu'il apprécie à prendre ses dossiers en charge. Alors il y renonce, pour ne nuire à personne. Comme tout le monde, il a entendu parler des Johatsu, ces gens qui s'évaporent volontairement. Le sujet est tabou, mais il transpire dans beaucoup de familles. Quand il était petit, ces histoires de vagabonds mystérieux qui passaient dans les villages et dont on ne savait rien le fascinaient. La réalité est bien moins poétique. À l'époque Edo, au XVIIe siècle, ces hommes et ces femmes, qui n'appartenaient à aucun groupe soudé, étaient considérés comme inin, non humains. Leurs enfants n'avaient même pas le droit d'exister officiellement. Le mot « évaporé » n'apparaît que bien plus tard, dans les années 60. À cette époque, on disparaît de plus en plus pour éviter, par exemple, d'avoir à affronter un divorce officiel. L'explosion a lieu dans les années 90. Aiko avait une dizaine d'années, mais il s'en souvient. Les valeurs boursières et l'immobilier se sont effondrés. 1 million de Japonais ont sombré dans le surendettement. Alors trop jeune pour comprendre, Aiko avait entendu plusieurs fois sa mère parler de la famille de l'appartement du dessous. Le couple et leurs 3 enfants sont partis du jour au lendemain, sans laisser d'adresse. Aiko connaissait bien leur fils aîné. En grandissant, il avait appris que c'était à cause des Yakuza, de la mafia japonaise. Le père de famille avait accepté leur proposition de prêt à taux exorbitant, qui n'avait fait qu'aggraver la situation. Maintenant, il craignait pour sa vie et celle de ses proches. Alors, il avait organisé leur évaporation. Les Yakuza sévissent aussi dans l'immobilier. Du jour au lendemain, ils peuvent doubler les prix des appartements et rien ne les arrête pour obtenir leur dû. Après une nouvelle crise en 2008, l'évaporation est devenue un véritable business pour ceux que l'on appelle les yonige, les déménageurs de nuit. Moyennant quelques centaines ou milliers d'euros selon les cas, ils vous arrangent le transport discret de vos meubles en se faisant passer pour des livreurs ou des brocanteurs. Ils s'occupent d'aller chercher les membres d'une même famille à des points différents pour ne pas alerter les soupçons. Ils ont toutes sortes de parades pour échapper aux créanciers. Ils vous aident aussi à trouver un logement provisoire, une nouvelle identité. Bref, ils vous effacent de la surface du globe et vous installent ailleurs. Aiko n'a jamais imaginé partir en famille. Il n'est poursuivi par personne. Il se sent tout simplement à bout et il lui est impossible d'en parler à qui que ce soit. De toute façon, personne ne lui posera jamais de questions. Personne ne se préoccupera de son bien-être. Plusieurs fois, il a failli acheter un mode d'emploi pour disparaître. Oui, vous avez bien entendu. Il existe des guides pratiques pour organiser sa disparition de A à Z. Mais Aiko n'est pas passé à l'acte. Sur ce banc qu'il n'arrive pas à quitter face à l'étang de Shinobatsu, il a l'image de son fils en tête. Son fils qui suit la même voie que lui. En primaire, lui aussi fait des heures supplémentaires en allant au Joku, ses cours après les cours, pour se préparer aux examens d'entrée dans les meilleures écoles. Comme son père, il est un enfant brillant qui ne déçoit pas ses parents. Il est plus de midi, des jeunes dans le parc. Il faut en finir. Il faut partir. Mais où? À Tokyo, il y a bien cette zone qu'on appelle Sanya, un no man's land en pleine frénésie citadine où se retrouvent tous les décrochés du système et ceux qui cherchent un boulot journalier. Mais c'est encore Tokyo. Être retrouvé dans son état, ce serait encore pire qu'être retrouvé mort. Aiko tire du cash près du parc, assez pour tenir quelques jours, et se dirige vers la gare. S'il prend le prochain train pour Osaka, de l'autre côté du pays, il arrivera avant la nuit. En moins de 4 heures, il sera dans un autre monde. Après, on verra bien. Au Japon, dans les gares, le retard, on ne connaît pas. Les grèves non plus.
À part un suicide ou un problème technique, on n'entrave jamais la bonne marche des milliers de trains qui vont et viennent chaque jour. Tout est huilé, organisé, pour que la foule soit bien cadrée et qu'elle agisse efficacement, comme un être à part entière. On consomme pour passer le temps, on dort un moment, sans gêner son voisin, on ne court jamais pour ne pas déranger. Son billet pris, Aiko mange un ramen sur le pouce pour se remplir le ventre avant sans doute de longues heures sans rien avaler. Reste à abandonner sa mallette de travail avant de monter dans le train. À l'intérieur, on y trouvera ses papiers d'identité et un mot qu'il prend soin d'écrire sur un carnet de notes disant « Je n'en peux plus. Pardon ». Cette petite feuille suffira pour que la police sache que son départ est volontaire et n'engage aucune recherche. Restera pour ses proches l'option du détective privé, des centaines d'euros par jour d'enquête. Ils y renonceront vite, d'autant qu'il a laissé son téléphone et n'utilisera plus sa carte de crédit. À vrai dire, la démarche est plus symbolique qu'autre chose, car au Japon, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les libertés individuelles sont ultra protégées. Même en cas de disparition inquiétante, les familles n'ont aucun accès aux données privées, au traçage des transactions financières, ni même aux images des caméras de surveillance qui pourraient les aider à comprendre ce qui s'est passé. L'évaporation est d'autant plus facile que les moyens sont très réduits pour chercher un disparu. Pour couronner le tout, les districts qui divisent le pays ne s'échangent aucune information. Depuis 2015, il y a bien un numéro qui permet d'identifier un individu, un peu comme un numéro de sécurité sociale, mais ça ne va pas plus loin. Dès qu'il arrivera à Osaka, il n'utilisera plus jamais son nom, ni rien qui puisse le relier au système. Pour les autres, il n'existera plus. Aiko trouve un espace végétal où déposer discrètement sa mallette. Une petite fille l'a vu faire, mais elle ne dit rien. Il se regarde quelques secondes. Comme si elle avait compris, elle attend qu'il s'éloigne, puis court vers ses parents. 16 heures, le train est bondé. Sans téléphone pour s'occuper, Aiko n'a rien d'autre à faire qu'observer les voyageurs. Y en a-t-il une dans ce wagon qui s'apprête aussi à disparaître ? Quand il arrive à la gare de Shinosaka, la nuit commence à tomber. Rien dans les mains, ni sac, ni journal, ni téléphone, Aiko met ses mains dans ses poches pour se donner une contenance. Il sort de la gare et respire profondément. Ici, il ne connaît personne. Aucune connexion. Juste le nom du quartier de Kamagasaki, au sud de la ville. Au Japon, on en parle comme le plus grand bidonville du pays. Certaines de ces rues sont pleines de sans-abri, accros au saké et aux drogues. Mais cette zone est aussi considérée comme une terre d'accueil, où tout le monde, évaporés, ex-détenus, chômeurs en dérive, jeunes ou vieux, tous peuvent se poser sans craindre de jugement. C'est ici que l'on vient chercher un boulot journalier, ici que l'on trouve de l'aide pour un toit et de quoi rester propre. Certains y restent toute leur vie. D'autres y trouvent assez de force pour rebondir ailleurs. Aiko n'a aucune idée de ce qui l'attend. Première difficulté, se diriger dans cette ville sans téléphone et trouver la direction du sud. Il demande régulièrement son chemin et parvient à l'immense pont Shin-Yodogawa qu'il doit traverser à pied. Les voitures filent à grande vitesse. Entre la rambarde extérieure et celle qui le protège du trafic, Aiko ralentit, s'arrête et se penche vers l'eau noire. Il pense aux falaises de Tojimbo, d'où se suicident chaque année trop de Japonais à bout. Il pense à son père, qu'il a peu connu, mort de ce que l'on appelle le karoshi, un arrêt cardiaque après des années de rythme infernal. C'est étonnant. Jusqu'à ce moment précis, il n'avait même pas fait le lien avec ce qui lui arrive. Jamais il n'a entendu sa mère exprimer la moindre révolte à ce sujet. Surtout, ne rien laisser paraître. Bien dissocier le tatemae, l'attitude à avoir à l'extérieur, et le one, ce qu'on est dedans, ce qu'on garde pour soi. Un type derrière lui ralentit et l'apostrophe. « Est-ce que tout va bien ?» Aiko le rassure. « Oui, tout va bien. » Et il reprend sa route vers le sud.
Il traverse le pont. Le bidonville est encore loin. Épuisé, il s'allonge sur un banc pour trouver un peu de sommeil. Pour la première fois, à l'abri des regards, il se laisse aller et pleure à chaudes larmes. Au petit matin, Aiko est réveillée par les premières gouttes d'une pluie qui ne va pas cesser de la journée. Première étape, se poser quelque part, commander un thé vert, un bol de riz avec un œuf. Il est 8 heures. Les grandes artères d'Osaka grouillent de ce monde engagé et pressé auquel il n'appartient plus. Le bureau a dû prévenir sa femme qu'il n'était pas venu la veille. Lui a-t-on rapporté la mallette ? La police a-t-elle toqué à la porte ? Son fils a-t-il assisté à la scène ? À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus aucune réponse à ces questions. Quelques heures plus tard, Aiko arrive enfin à bon port. En costume chiffonné et déjà sali, les yeux fatigués, injectés de sang, il entre dans une laverie où se trouvent quelques chaises vides. Un vieil homme est là, qui attend la fin du cycle de sa machine. Aiko n'a pas besoin de raconter son histoire. Ici, on a tous plus ou moins la même histoire. L'homme lui demande sans détour s'il a trouvé un point de chute, s'il connaît du monde, et lui donne l'adresse d'une association d'aide aux sans-abri. Là-bas, il pourra trouver refuge quelque temps, et on lui donnera des tuyaux pour trouver un petit boulot. Sois le bienvenu. Aiko intègre l'information. Il est désormais sans abri. C'est une réalité. Il remercie chaleureusement. C'est déjà l'heure du déjeuner et il meurt de faim. Si les évaporés se reconstruisent quelquefois une vie normale à terme, ou retrouvent leurs proches après quelques années, Aiko a souhaité ne plus jamais exister officiellement. Sans doute le premier choix assumé de sa vie. Quelques occasions se présentent à lui pour travailler dans des petites entreprises du quartier, mais il ne peut plus remettre les pieds dans un bureau. Ses forces le lâchant peu à peu avec l'âge, il sombre dans une extrême pauvreté, sans jamais quitter Kamagasaki. Peu avant l'âge de 70 ans, aidé par une association, il tente de reprendre contact avec sa famille. Sa mère est morte depuis longtemps. Sa sœur n'accepte pas de lui parler. Sa femme s'est remariée. Elle lui a pardonné, mais préfère s'en tenir à un appel téléphonique. Son fils a quitté Tokyo et habite à la campagne pour mieux vivre, c'est ce qu'il a dit. Bien sûr, elle peut lui transmettre le numéro de l'association. Il l'appellera, sûrement. Une fois l'appel terminé, Aiko comprend qu'elle n'en fera rien et qu'il ne reverra jamais son fils. Depuis, pour ne plus y penser, il sourit aux passants. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.